Je tenais ma petite fille, ma petite Chloé, dans mes bras. Je suis sortie lentement et avec difficulté du taxi, qui était garé devant une villa blanche dans un quartier résidentiel exclusif de Neuilly-sur-Seine. La cicatrice de ma césarienne était encore fraîche, à la limite de saigner. À peine 5 jours s'étaient écoulés depuis l'opération. Chaque pas était accompagné d'une douleur lancinante, comme si un courant électrique parcourait mon corps de l'abdomen à la poitrine. Le soleil tapait fort, et la chaleur étouffante d'un après-midi parisien m'enveloppait. Pourtant, mon corps était glacé par l'épuisement. En réalité, je n'aurais même pas dû être autorisée à quitter la clinique. Le médecin m'avait formellement ordonné de rester en observation, car j'avais eu une légère fièvre après l'accouchement. Mais je ne pouvais pas expliquer pourquoi j'étais si nerveuse depuis la veille au soir, ni pourquoi mon cœur battait si fort. Thomas, mon mari, n'était pas venu à la clinique depuis 3 jours. Il avait prétexté devoir participer à un appel d'offres majeur pour son entreprise. Les réunions s'enchaînaient, et il ne pouvait pas se libérer. Quant à ma belle-mère, Hélène, elle n'était passée qu'une seule fois, le jour où je suis sortie du bloc opératoire. Elle avait jeté un bref regard au couffin rose de la petite Chloé, poussé un profond soupir, et était rentrée chez elle en prétextant un mal de dos. On m'avait laissée seule entre les 4 murs de cette chambre d'hôpital à l'odeur de désinfectant. C'est pourquoi j'avais supplié le médecin de me laisser rentrer plus tôt. Je ne leur avais rien dit. D'une part, je voulais leur faire une surprise, et d'autre part, j'essayais de me convaincre que mon mari était simplement épuisé par le travail. En rentrant à la maison, je l'aiderais à se détendre. Comme j'étais stupide et naïve de me mentir à moi-même. En ouvrant le grand portail en fer forgé, un silence assourdissant m'a accueilli. La Mercedes-Benz noire de Thomas était bien garée dans le garage. Il était à la maison. Une petite étincelle d'espoir s'est allumée dans mon cœur. Peu. Être était-il trop fatigué et était-il rentré faire une sieste? J'ai contenu la douleur de ma cicatrice. D'une main, je portais le sac allongé, tandis que de l'autre, je serrais fort mon enfant contre moi. J'ai lentement poussé la porte d'entrée. Il n'y avait personne dans le salon. La climatisation était allumée, je sentais la fraîcheur, mais l'odeur qui m'a accueillie n'était pas le parfum habituel de jasmin et de lavande que j'utilisais toujours. C'était l'odeur puissante d'un parfum de femme, audacieux, séduisant et provoquant. Ce parfum familier, et pourtant étranger, serpentait du canapé jusqu'à l'escalier. Mon estomac s'est soudainement noué. Guidée par mon intuition de femme, j'ai retenu mon souffle, enlevé mes ballerines et commencé à monter pieds nus les marches de l'escalier en chaîne. La maison était immense, mais trop silencieuse. J'entendais ainsi distinctement les battements de mon propre cœur, qui se brisaient dans ma poitrine. Au premier étage se trouvait la chambre de ma belle-mère. Elle était fermée. Au deuxième étage, notre chambre conjugale, celle de Thomas et moi. Lorsque j'ai atteint le palier du premier, un son étrange a frappé mon oreille. Des gémissements, des soupirs étouffés et le bruit de peau contre peau. Cela venait de la porte entr'ouverte de notre chambre. Au deuxième. Je me suis arrêtée. Mon corps tout entier s'est raidi, comme si on m'avait coulé dans du béton. La plaie sur mon ventre me faisait mal, comme si on l'écartelait. Mais ce n'était rien comparé à la sensation de milliers d'aiguilles se plantant directement dans mon cerveau. Je me suis mordu la lèvre jusqu'au sang, juste pour ne pas faire de bruit. J'ai serré la petite Chloé encore plus fort contre moi. J'ai essayé de me convaincre que j'entendais mal, que c'était peu, être juste la télévision allumée, que ce n'était pas la réalité, mais mes jambes se sont mises en marche d'elles-mêmes vers l'entrebâillement de la porte. À travers la fente de la porte en bois, mes yeux ont découvert notre lit commun, sur lequel j'avais moi-même disposé des draps coûteux. Sur ce lit, l'homme pour qui j'avais risqué ma vie pour lui donner un enfant faisait l'amour avec passion à une autre femme. La femme était jeune, avec des cheveux bouclés, et portait un ensemble de lingerie en dentelle rouge que je n'avais jamais vu. J'entendais clairement leurs bruits obscènes et leurs mots doux et vulgaires. « Tu es tellement doué, bébé », disait mon mari. Elle est dégoûtante. Depuis l'accouchement, elle sent le lait. Ça fait 3 jours que je trouve des prétextes pour pouvoir être ici avec toi dans la maison. J'adore ton goût. L'amante a ri bruyamment en caressant le dos de mon mari. J'étais devenue sourde. Le monde s'est mis à tourner autour de moi, comme si une tornade m'avait emportée. 3 jours. J'avais souffert pendant 3 jours à la clinique. Seule, je serrais mon enfant dans mes bras. Je me mordais la lèvre à chaque contraction utérine et je suppliais l'infirmière de préparer un biberon pour le bébé. Et pendant ce temps, l'homme que j'appelais mon mari, sous prétexte de travail, avait ramené une maîtresse pour se vautrer dans mon propre lit. Je ne sais pas où j'ai trouvé la force. J'ai défoncé la porte de toutes mes forces. Boum! La porte a heurté le mur, produisant un bruit assourdissant qui a brisé la scène sordide qui se déroulait dans la pièce.
Les 2 tourtereaux sur le lit ont sursauté de peur. Thomas s'est retourné, les yeux écarquillés, et son visage, qui quelques instants auparavant était rempli de désir, est devenu blême et exsangue. Il a tiré la couverture sur lui en panique et a bégayé. « Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as même pas prévenu. Tu ne devrais pas être à l'hôpital? » Moi, je suis restée là, sans chaussures, dans ma large chemise de nuit de maternité, tenant fermement dans mes bras le nourrisson endormi et rougeau. Mes yeux n'avaient plus aucune chaleur ni amour, seulement une froideur glaciale qui fixait le visage confus du traître. L'amante s'est cachée derrière Thomas, couvrant sa poitrine avec la couverture, et m'a regardé avec défi, sans la moindre peur ou honte. Avant que je puisse dire un mot, j'ai entendu des pas lourds dans l'escalier. Ma belle-mère Hélène est montée en haletant. Elle s'était probablement réveillée au bruit de la porte qui claquait dans sa chambre du premier étage. Elle s'est arrêtée sur le seuil, a regardé le désordre sur le lit, puis m'a regardée. Je pensais qu'elle allait se jeter sur son fils impudique et le gifler, ou au moins chasser la maîtresse pour protéger la dignité de la famille. Mais non, les mots qui ont quitté la bouche de la vieille femme ont définitivement éteint la dernière once de pitié dans mon cœur. Hélène a rajusté ses cheveux et sa chemise de nuit en soie, puis est entrée calmement dans la pièce. Elle m'a regardée, et sa voix était pleine de mépris et de froideur. « Oh, alors tu es rentrée. Et mène cet enfant dans la chambre d'amis et allez dormir là. Bah, pourquoi fais-tu un scandale? Les hommes se fatiguent à gagner de l'argent. C'est donc normal qu'ils cherchent un peu de distraction ailleurs. Tu n'as su donner naissance qu'à une fille. Tu n'as pas donné d'héritier à ce nom, alors tu n'as pas le droit de te plaindre. Estime-toi heureuse que mon fils ne t'ait pas encore mise à la porte. » Sur ce, elle s'est tue, me fixant de ses yeux perçants. Mon sang bouillait. Chaque veine de mon corps était en feu, mais extérieurement, je suis restée d'un calme effrayant. Juste une fille, donc je n'ai pas le droit de parler. C'est normal qu'un homme trompe sa femme. C'est donc pour ça que Thomas était si éhonté, parce qu'il avait été gâté et élevé par une mère sans morale. Elle savait que son fils avait ramené une femme à la maison. Elle était en bas et les laissait s'amuser à l'étage, pendant que sa belle-fille luttait pour sa vie à l'hôpital. J'ai doucement tapoté le dos de la petite Chloé quand elle a légèrement bougé. J'ai pris une profonde inspiration, pas une seule larme n'a coulé. Mes larmes sont trop précieuses pour être gaspillées sur ces 2 ordures. J'ai regardé Hélène droit dans les yeux, puis j'ai tourné mon regard vers Thomas. Ma voix était douce, mais aussi tranchante qu'une lame de rasoir qui leur coupait la gorge. « Vous avez raison, maman. Les hommes qui se fatiguent à gagner de l'argent ont le droit de se divertir. Mais la sangsue et le parasite qui vit dans la maison de sa femme utilise la voiture de sa femme et dépense l'argent de sa femme, tout en ayant le culot de ramener une maîtresse dans le lit de sa femme. Ce n'est pas un homme, ça s'appelle une bête. »« Et qu'est-ce que tu as dit? Tu vas trop loin dans ton impudence » a crié Thomas, essayant de sauver sa fausse virilité devant sa maîtresse. Il pensait encore que je n'étais qu'une épouse jalouse. Il pensait encore que son poste de directeur, qu'il occupait maintenant, était le fruit de son propre talent. Je n'ai pas prêté attention à leur dispute. Ma colère avait atteint son paroxysme et s'était transformée en un silence cruel. D'une main, j'ai sorti mon téléphone de mon sac et j'ai composé un numéro familier. À l'autre bout du fil, on a répondu immédiatement. Ma voix a résonné dans la chambre à l'odeur viciée. « Maître Dubois, c'est moi. Préparez-moi immédiatement 2 choses. Premièrement, rédigez les papiers du divorce. Je demande la garde exclusive de mon enfant. Deuxièmement, retirez tous mes investissements anonymes de la Seine Investissement Holding, gelez toutes les cartes de crédit au nom de Thomas et reprenez immédiatement cette villa ainsi que la Mercedes que j'avais fait mettre à son nom à cause du prêt bancaire. Je veux que d'ici 24 heures, il ne reste plus un seul centime à ce duo mère-fils lorsqu'ils quitteront cette maison. » J'ai raccroché et j'ai jeté le téléphone dans mon sac. La pièce est soudainement devenue glaciale et silencieuse. L'air soufflé par la climatisation semblait mordre directement la colonne vertébrale des 2 personnes, si arrogantes quelques instants auparavant. Les yeux de Thomas se sont écarquillés, sa mâchoire est presque tombée sur sa poitrine. Hélène, quant à elle, est restée bouche bée. Ses yeux, toujours plissés avec arrogance, étaient maintenant grands ouverts et me fixaient comme s'ils voyaient un monstre ressuscité d'un cimetière. Ils n'avaient aucune idée de ce qui venait de se passer. La vérité sur mon identité, le voile que j'avais soigneusement entretenu pendant 3 ans juste pour préserver son ego de pilier de la famille, venait d'être brutalement déchiré. Dans cette bataille, je n'avais pas besoin de pleurer. J'allais utiliser mon argent et mon pouvoir pour les anéantir. La profonde stupeur peinte sur le visage blême de Thomas et les yeux écarquillés d'Hélène ne m'ont procuré aucune joie. Au lieu de cela, cela m'a ramené à mes souvenirs.
3 ans plus tôt, le jour où je suis tombée dans le piège parfait que cet homme sans scrupules m'avait tendu. Le destin est vraiment ironique, et Thomas était un excellent acteur pour avoir réussi à tromper une femme d'affaires aguerrie comme moi, habituée aux tromperies. Il y a 3 ans, je n'étais pas une épouse échevelée en chemise de nuit ample qui surprend son mari. J'étais Jasmine, 28 ans, une femme célibataire connue et redoutée dans les secteurs de l'immobilier et de la finance à Paris. J'avais commencé de rien, enduré d'innombrables nuits blanches, bu de l'alcool, pour conclure des affaires avec des clients jusqu'à en avoir un ulcère à l'estomac. Ma propre sueur et mon propre sang étaient le capital avec lequel j'avais bâti l'empire de la Seine Investissement Holding. J'avais de l'argent, du pouvoir, et une armée de flagorneurs m'entourait. Mais derrière ma façade dure, j'étais une femme profondément seule. Je rêvais d'une famille simple. Je cherchais un homme qui m'aimerait pour moi-même et non pour ma fortune de plusieurs millions. Et c'est alors que Thomas est arrivé. Il n'était qu'un simple directeur commercial dans une petite entreprise partenaire. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois lors d'une soirée client. J'avais fait une allergie aux crevettes, j'avais des démangeaisons et des difficultés à respirer. Je m'étais donc cachée dans un coin du balcon, loin des nombreux PDG et riches héritiers qui essayaient de se faire remarquer avec leurs voitures de sport et leurs montres Rolex pour que je les voie. Seul Thomas a remarqué ma situation. Il m'a tranquillement apporté un antihistaminique, une bouteille d'eau, et m'a protégé des regards curieux. Il n'a pas demandé mon numéro. Il n'a pas été obséquieux. Il m'a juste souri gentiment et est parti. C'est cette simple gentillesse et cette fausse sincérité qui ont touché le point le plus faible de mon cœur. Tu es une femme, toi aussi. Aussi dure que tu sois en affaires, quand tu es malade, tu as besoin de quelqu'un pour prendre soin de toi. Je n'ai pas de millions, pas de voiture de sport pour te ramener comme eux. Mais si tu as besoin d'un bouillon de poulet chaud au milieu de la nuit, ou d'une épaule sur laquelle t'appuyer quand tu es fatigué, je te promets que je serai là. Ce sont ces mots doux qu'il m'a murmurés à l'oreille une nuit claire sur les quais de la Seine. C'était si bon à entendre, et cela semblait si sincère, que j'ai baissé toutes mes gardes. J'ai décidé de l'épouser, mais par prudence de femme d'affaires, j'ai pris une mesure qui, je le sais aujourd'hui, a été la meilleure décision de ma vie. J'ai caché ma véritable identité. Aux yeux de Thomas et de sa famille, je n'étais qu'une simple employée de bureau avec un petit salaire. J'ai confié la direction de la Seine Investissement Holding à mon cousin, tout en restant la plus grande actionnaire anonyme. Je voulais tester Thomas. Je voulais voir si un homme sans fortune était capable de protéger une simple épouse qui n'était pas soutenue par une famille riche. Quand il m'a présenté à sa famille, Hélène m'a toisé de la tête aux pieds. Elle a regardé mes vêtements simples, mon sac sans logo célèbre, et le sourire a disparu de son visage. « Combien gagnes-tu comme employé de bureau ? » Mon fils Thomas est directeur. Il a un bel avenir devant lui. En vérité, un mariage devrait être égalitaire. L'épouse devrait être un soutien solide pour aider son mari à s'élever. Pas une fille de province qui travaille en ville et dont le salaire ne suffit même pas à acheter du maquillage, elle ne sera qu'un fardeau pour mon fils. À ce moment-là, j'ai juste souri et enduré. J'étais sur le point de me lever pour partir, mais Thomas m'a immédiatement pris la main et m'a défendu devant sa mère. « Maman, ne sois pas comme ça. J'aime Jasmine pour sa gentillesse et son ardeur au travail. Je suis un homme, je suis fort, je travaillerai pour subvenir aux besoins de ma femme. Elle n'aura rien à porter. Laisse-nous nous marier, je m'occuperai de tout. » Le jeu d'acteur parfait. J'ai pleuré de joie. Je pensais avoir trouvé le véritable homme, le port sûr pour toute ma vie. Nous nous sommes mariés. Pour préserver la dignité de mon mari, et pour qu'il ne se sente pas mal à l'aise, j'ai secrètement acheté cette villa à Neuilly-sur-Seine avec mon propre argent, mais je n'ai pas dit que c'était mon argent. J'ai inventé une histoire selon laquelle j'avais une connaissance à la banque et que nous avions obtenu un prêt à un taux d'intérêt très bas. La même chose s'est produite avec la Mercedes. J'ai laissé le prêt être à son nom, mais la grosse somme que nous payons chaque mois à la banque était automatiquement prélevée sur mon compte bancaire secret. Ce n'est pas tout. J'ai secrètement ordonné à mon cousin, qui agissait en tant que PDG de la Seine Investissement Holding, de donner continuellement de grands projets et appels d'offres à l'entreprise de Thomas, et j'ai exigé que Thomas lui-même les gère. Grâce à ces contrats tombés du ciel, Thomas a connu une ascension fulgurante. D'un simple directeur, il est devenu président de filiale, et ses revenus ont grimpé en flèche. Il a commencé à porter des costumes coûteux, à utiliser des parfums à plusieurs centaines d'euros, à porter une montre suisse, à conduire une voiture de luxe, et à profiter de la vie du gratin parisien, qu'il croyait être le fruit de son propre talent. Alors qu'il était au sommet de ses illusions, mon cher mari a commencé à enlever son masque.
Il a commencé à se plaindre de la nourriture que je cuisinais. Il était en colère que je ne puisse pas porter de vêtements chers lorsque je l'accompagnais chez ses clients. Il a oublié que pour qu'il ait le temps de briller, je suis restée dans l'ombre. Je portais des vêtements simples. J'ai renoncé aux fêtes somptueuses pour prendre soin de cette famille. Il en a été de même pour Hélène. Lorsqu'elle a emménagé dans cette villa, qu'elle croyait être le fruit de la sueur de son fils, son côté belle-mère cruelle est apparu. Elle me considérait comme une bonne à tout faire gratuite, une parasite vivant de la fortune de son fils. Elle a interprété toute ma patience comme la lâcheté d'une personne sans argent. La véritable tragédie a commencé lorsque je suis tombée enceinte. La nouvelle de ma grossesse est arrivée un matin clair. Quand j'ai vu les 2 barres rouges sur le test de grossesse, j'ai pleuré de joie. Pour une femme qui avait déjà traversé tant de tempêtes en affaires, la petite vie qui grandissait dans mon ventre était le trésor le plus précieux dont j'avais jamais rêvé. J'ai préparé joyeusement un délicieux dîner, allumé des bougies dans la salle à manger et attendu avec impatience le retour de Thomas pour lui annoncer la bonne nouvelle. Mais il est rentré à 23 heures, sentant l'alcool et un parfum fort, le même que celui que je sentirais 3 ans plus tard dans mon propre lit. Quand je l'ai interrogé, il a brutalement repoussé ma main et a monté les escaliers en titubant. Je devais m'occuper d'un client. Ne pose pas tant de questions, j'ai mal à la tête. En tant que président, je gère des milliers de choses. C'est déjà assez fatigant de gagner de l'argent pour entretenir cette maison. Et quand je rentre, je dois encore te faire un rapport? Je suis restée au bas de l'escalier. Le repas froid sur la table semblait se moquer de ma naïveté. Il disait qu'il entretenait cette maison. Il avait oublié qu'il payait secrètement le prêt et les intérêts de la villa, qui manipulait en coulisses pour qu'il obtienne les contrats qui avaient sauvé son entreprise. Mais pour le bien de mon enfant, je me suis convaincue. Je me suis dit que les hommes d'affaires devaient entretenir des relations. La pression est inévitable. Le lendemain, une fois dégrisé, je lui ai montré l'échographie. Il a été un peu content, mais de manière très superficielle. Il a promis de rentrer tôt, mais il n'a jamais tenu parole. La fissure la plus profonde dans ce mariage s'est produite au 4e mois de ma grossesse, lorsque nous avons appris le sexe du bébé. Je me souviens très bien de cette soirée. J'ai annoncé joyeusement à Hélène que nous allions avoir une petite princesse. Contrairement à ma joie, Hélène a violemment jeté ses couverts sur son assiette, ce qui a produit un son strident. Elle a froncé les sourcils, les yeux remplis de déception et de mépris. 4 mois et tu ne peux donner naissance qu'à une fille. Comment peux-tu manger alors que tu n'es même pas capable de faire un garçon qui serait l'héritier de notre famille? Mon fils Thomas est maintenant un président riche et célèbre, beaucoup de femmes font la queue pour lui. S'il n'y a pas de fils, à qui ira cette fortune? Aux étrangers? Tu es déjà enceinte, mais tu es toujours aussi inutile. Je suis restée figée. Mon nez est devenu rouge et la colère m'a étranglée. J'ai regardé Thomas, espérant qu'il défendrait sa femme et son enfant, comme il l'avait fait 3 ans plus tôt. Mais non, Thomas a tranquillement mangé un morceau de viande et l'a mâché. Il m'a regardé du coin de l'œil. Sa voix était froide et cruelle. Maman a raison. Maintenant que ma carrière est en plein essor, j'ai besoin d'un fils pour pouvoir m'en vanter devant mes partenaires. Fais attention à ce que tu manges. Après avoir accouché, remets-toi vite sur pied pour qu'un garçon suive. Tu n'es déjà qu'une parasite et une machine à faire des enfants, et tu n'es même pas capable de faire ça correctement. C'est naturel que maman se plaigne. Pourquoi fais-tu la tête, là, bas? Chacun de ces mots était comme un poignard dans mon cœur. Donc, à ses yeux, je n'étais qu'une machine à faire des enfants, une parasite sans valeur. Son faux succès avait complètement aveuglé sa conscience et son amour d'homme. Il s'est joint aux vues arriérées de sa mère pour piétiner ma dignité. Ce soir-là, j'ai pleuré en serrant mon ventre. Le désir de tout révéler, d'appeler mes avocats, de dévoiler mon identité de PDG, de gifler ce duo mère-fils, brûlait en moi. Mais quand j'ai touché mon ventre qui grossissait et que j'ai senti les faibles coups de pied de ma petite fille, ma colère s'est dissipée. L'enfant est innocent. Il a besoin d'une famille complète. L'enfant ne doit pas souffrir des colères des adultes. De plus, j'espérais. Un espoir insensé, celui des femmes qui croient au miracle. Je pensais que lorsque le bébé naîtrait, lorsqu'ils entendraient ses pleurs, l'instinct paternel de Thomas se réveillerait, qu'il changerait et que le cœur de ma belle-mère s'adoucirait. Mais je me trompais. Ma patience ne les a rendus que plus arrogants. Au dernier mois de ma grossesse, mon corps était déjà très lourd. Mes 2 jambes étaient enflées et j'avais du mal à marcher. Hélène, non seulement ne m'aidait pas dans les tâches ménagères, mais elle achetait délibérément des aliments gras et épicés, ses préférés, que le médecin m'avait formellement interdits. Sous prétexte que je ne faisais rien à la maison de toute façon,
Elle m'envoyait au marché. Je cuisinais. Je nettoyais cette villa de 3 étages. Tu es juste enceinte, pas malade pour jouer à la princesse. Quand j'étais enceinte de Thomas, je travaillais encore dans les champs, je portais de l'eau. Et toi, tu fais des caprices ici, parce que tu viens de la campagne, et tu te prends pour qui? Fais le ménage, l'accouchement sera plus facile. N'appelle pas ton mari tout le temps. Il travaille dur pour gagner de l'argent. Il n'a pas le temps d'écouter tes plaintes. Quant à Thomas, il n'utilisait la maison que comme un hôtel. Il disparaissait souvent. Parfois, il ne rentrait même pas. Il changeait constamment le mot de passe de son téléphone. Si son téléphone tombait entre mes mains, il paniquait et me criait dessus. Des appels au milieu de la nuit, des discussions secrètes sur WhatsApp et Messenger, une odeur de parfum et une tache de rouge à lèvres sur son col. J'ai tout vu. L'esprit d'une femme d'affaires intelligente me murmurait qu'il me trompait. Mais le cœur faible d'une mère sur le point d'accoucher me suppliait de fermer les yeux, juste pour maintenir l'illusion d'une famille jusqu'à ce que j'accouche. J'ai ravalé mes larmes, enduré les crampes nuit après nuit. Je me massais moi-même les jambes enflées et j'allais seule aux examens, en regardant les autres épouses soutenues par leurs maris. J'ai misé toute ma patience sur le jour de la naissance de mon enfant. Mais le destin m'a porté un coup fatal pour me réveiller de ma folie. Le travail a commencé à 2 heures du matin, un jour avant la date prévue. Dehors, un violent orage s'abattait sur Paris. Des éclairs zébraient le ciel sombre, et le vent fort fouettait les fenêtres de notre chambre. Je me suis réveillée avec une douleur abdominale aiguë, comme si une scie émoussée me coupait la taille en deux, et un liquide chaud s'était coulé, inondant le lit. J'avais perdu les os. Paniquée, j'ai tâtonné à côté de moi. Il n'y avait personne. Le lit était froid. Il n'était pas rentré, encore une fois. Je nageais dans la sueur. Je me suis mordu la lèvre jusqu'au sang pour ne pas crier de douleur. D'une main tremblante, j'ai attrapé mon téléphone sur la table de chevet. J'ai composé le numéro de Thomas. Ça sonnait, en vain. Dans la nuit silencieuse, personne n'a répondu. Un appel. 5, 10, personne. La douleur s'intensifiait. Je me suis agenouillée sur le parquet froid. Une main sur mon ventre, l'autre continuant à composer le numéro. Au 12e appel, quelqu'un a enfin répondu, mais la voix à l'autre bout du fil a été comme un coup de poignard dans mon âme. Une musique de club assourdissante, des vers qui tintent, et le plus clairement, la voix aguicheuse d'une femme ivre. « Allô ?» Thomas est encore sous la douche. « Mon Dieu, ma sœur, tu n'arrêtes pas de l'appeler. C'est l'aube. Laisse-le dormir, bon sang. Appelle-le demain, ok ?» Bip, bip, bip. Elle a raccroché brutalement. Mon visage s'est écrasé sur le sol. Le sang et le liquide amniotique se sont mélangés. La douleur physique que je ressentais n'était rien comparée à la destruction de mon âme. Mon mari, l'homme dont j'avais le plus besoin alors que je luttais pour ma vie, était dans une chambre d'hôtel avec une autre femme. Je ne pouvais pas abandonner. La vie de mon enfant était en danger. Je me suis forcée à ramper hors de la chambre, jusqu'au 1er étage, et à marteler la porte de ma belle-mère. « Maman, maman, aidez-moi, s'il vous plaît. » J'ai perdu les os. « Appelez une ambulance, maman. » Quelques instants plus tard, la porte s'est ouverte. Hélène, en pyjama de soie, s'est frottée les yeux d'un air endormi, visiblement agacée. Elle a regardé le sol sanglant et mouillé avec dégoût, a reculé, puis a commencé à jurer cruellement. « Mon Dieu, comme tu es sale, tu fais un scandale à l'aube. C'est normal d'avoir mal quand une femme accouche, tu ne vas pas en mourir pour faire autant de chichi. Prends ton téléphone et commande un VTC ou un taxi. Je suis vieille maintenant. Je ne veux pas tomber malade sous la pluie et le vent pour t'accompagner à la clinique. Va-t'en. Quand tu seras sortie, appelle-moi pour que je vienne te voir. Et n'oublie pas, si c'est une fille, ne m'appelle pas tout de suite. Ça porte malheur. » Après avoir dit cela, elle a claqué la porte. Le bruit de la porte qui claque a été la gifle qui m'a ramenée à la réalité. J'étais seule. Dans la villa que j'avais achetée avec mon propre argent, on me jetait dehors comme une chienne errante dans la rue. Je n'avais plus de larmes à pleurer. Leur cruauté a activé l'instinct de survie le plus puissant d'une mère. J'ai serré les dents. J'ai rampé jusqu'au salon et j'ai commandé moi-même un VTC via l'application. Le sac allongé dans une main, je me suis appuyée sur le mur pour sortir de la maison. Il faisait nuit et il pleuvait. Le vent froid et la pluie me fouettaient le visage, se mêlant à ma sueur et à mes larmes amères. Le chauffeur de taxi est sorti en panique, m'a aidé à monter, puis a roulé à toute vitesse vers la clinique privée de l'Ouest parisien. Cette nuit-là,
Le couloir de la clinique était long et froid. Les autres femmes enceintes se faisaient tenir la main par leur mari, leur belle-mère leur caressait le dos, quelqu'un leur essuyait la sueur. Moi, j'ai signé seul le consentement à l'opération, qui stipulait que je pouvais même en mourir. J'ai tendu seul mon bras à l'infirmière pour la perfusion, et j'ai affronté seul la peur de la mort dans le bloc opératoire. Le médecin a dit que le liquide amniotique s'était presque entièrement écoulé, et qu'une césarienne d'urgence était nécessaire. Lorsque la puissante lumière du bloc opératoire a éclairé mon visage et que l'anesthésiant a été injecté dans ma colonne vertébrale, j'ai silencieusement juré au ciel, à la terre et à ma propre vie. Si mon enfant et moi mourions cette nuit, même en tant que fantôme, je ne pardonnerais jamais à cette famille. Mais si je sortais vivante de cette pièce, je m'assurais que Thomas et sa mère goûtent à ce que c'est que de tout perdre. Je les mettrais à genoux et leur ferais subir la plus profonde humiliation. Les pleurs de la petite Chloé, lorsqu'on l'a sortie, ont brisé le silence du bloc opératoire. Le médecin a approché le visage rougeau de ma petite fille du mien. Sa chaleur a pénétré ma peau. Mes larmes ont commencé à couler, non par apitoiement sur moi-même, mais par une détermination effrayante qui se formait en moi. J'avais survécu. J'avais affronté la mort seule, et j'ai réalisé que je n'avais plus besoin d'aucun faux soutien. Je suis restée 3 jours en observation. J'ai enduré la douleur de la suture à chaque mouvement, et pendant ces 3 jours, l'ombre de Thomas n'est pas apparue, soi-disant occupée par l'appel d'offres. Ma belle-mère n'est passée qu'une fois, a vu avec dégoût que c'était une fille, et est partie. Avec l'aide d'un de mes amis qui travaille dans les médias, j'ai facilement découvert où se trouvait Thomas la nuit où je luttais pour ma vie. Il n'était pas à un appel d'offres. Il utilisait mon argent pour acheter un sac Chanel à plusieurs milliers d'euros à sa maîtresse, Nicolette, une jeune diplômée qu'il couvrait de marques de luxe. Il avait même loué un salon VIP dans un club près des champs, Élysée, pour fêter son anniversaire. Ils se sont saoulés et ont fini dans un hôtel. Pendant que j'étais sur la table d'opération, en train de converser avec la mort, la dernière once de respect que j'avais pour lui est morte sur cette même table. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas fait de scandale. J'ai tranquillement demandé ma sortie anticipée. J'ai pris mon enfant pour commencer à tendre un grand piège. Et cette scène sordide qui se déroule maintenant sur le lit du 2e étage est le dernier clou dans le cercueil de ce faux mariage. L'air chaud de la pièce emplie de luxure a été soudainement remplacé par un silence glacial. Je pensais que ma déclaration au téléphone de tout à l'heure mettrait fin à l'arrogance de ces 2 personnes sans vergogne. Mais cela n'a fait que prouver une triste vérité. Les sangsues, habituées à sucer le sang des autres, souffrent d'une grave maladie appelée illusion. Elles étaient aveuglées par la richesse et le pouvoir que je ne leur avais que prêté pendant 3 ans. Après un court silence, Thomas a passé la main dans ses cheveux, a levé les yeux et a soudainement éclaté de rire, fort et insultant. Son rire a résonné contre les murs, le rire moqueur d'un clown, qui ne sait pas qu'il est déjà au bord du gouffre. Il a jeté la couverture, a enfilé son peignoir en soie et l'a mis. Il n'a pas prêté attention à mon regard froid. Mon Dieu, tu m'as fait peur. Tu regardes trop de séries télé, et tu commences à halluciner. Tu appelles même un avocat? Reprendre la villa, couper les fonds de cet investissement. Pour qui te prends-tu? Tu n'es qu'une simple employée de bureau qui gagne une misère. Maintenant que tu as accouché, tu n'es plus qu'un fardeau pour ton mari, à mendier de l'argent pour faire les courses. D'où te vient le courage de geler mes cartes de crédit? Qui as-tu appelé? Le vendeur de crêpes du coin pour me faire peur? Quand Hélène a vu son fils rire, elle s'est immédiatement jointe à lui. La brève peur qui avait traversé son visage un instant plus tôt avait disparu. L'arrogance habituelle avait pris sa place. Elle a mis les 2 mains sur ses hanches, s'est avancée et m'a pointé du doigt avec ses ongles laqués de rouge. Sa voix aiguë était comme le crissement d'un fil de fer. Cette femme est complètement folle. Non seulement elle n'a pas pu donner naissance à un garçon, mais elle a aussi perdu la tête. Regarde-toi. Tu ressembles à une traînée négligée. Cette villa appartient à mon fils. Cette voiture appartient à mon fils. Dans l'entreprise, il est le président. Son argent coule à flot. Et toi, qu'as-tu? Tu as amené ton gros ventre ici pour vivre au crochet de la fortune de notre famille. Et maintenant, tu as le culot de faire comme si tu étais la propriétaire. Tu es pauvre, sans valeur et en plus ambitieuse. Thomas a raison. Qui as-tu appelé, espèce d'escroc? Sur le lit, la maîtresse Nicolette a également repris des forces. Elle a légèrement baissé la bretelle de son déshabillé en dentelle rouge. Elle s'est accrochée avec coquetterie au bras de Thomas, pressant délibérément sa poitrine contre lui. Ses yeux, soulignés d'un trait d'eyeliner pointu, me regardaient avec pitié, avec la supériorité de la gagnante. Ma petite sœur, tu viens d'accoucher. Tes hormones changent. C'est pour ça que tu fais une dépression postpartum. Ne fais pas de scandale.
Thomas est déjà assez fatigué par le travail. Au lieu de le comprendre, tu organises des scènes de folie pour lui faire peur. Regarde-toi dans le miroir. Tu es si laide et négligée que même moi, je suis dégoûtée de toi. Alors imagine un homme. Tu devrais apprendre à t'accrocher à celui qui te fait vivre. Mes pieds étaient cloués au sol. J'ai serré fort la petite Chloé pour qu'elle ne se réveille pas à cause de ses paroles ordurières. Ma cicatrice m'a fait mal à nouveau. Mais mon esprit était aussi clair qu'un lac paisible. Je ne ressentais pas de colère, en fait. Je riais. Je ressentais une profonde pitié pour ces gens qui se prélassent dans ma fortune, pensant qu'elle provient de leur propre sueur. J'ai jeté un coup d'œil à Thomas, qui se tenait là, plein de fierté. Il avait oublié que lorsqu'il avait signé le contrat pour cette maison, la banque avait demandé une attestation de revenus et que la Seine Investissement Holding lui avait fourni une fausse lettre de garantie. Alors que le véritable débiteur, celui qui payait le prêt de plusieurs millions, c'était moi. Il avait oublié que la carte de crédit noire avec laquelle il avait acheté un sac à sa maîtresse était au nom d'une filiale qui m'appartenait à 100%. Il croyait tellement en sa présidence qu'il était devenu aveugle. J'ai pris une profonde inspiration. Ma voix était calme, mais elle avait un tranchant qui a coupé leurs illusions en deux. Thomas. Maman. J'ai dit ce que j'avais à dire. Si vous ne me croyez pas, ça ne m'intéresse pas, car la vérité n'a pas besoin d'être prouvée par des mots. Continuez simplement votre petit jeu sordide et profitez des derniers instants qu'il vous reste, car le sablier s'est déjà retourné. Et toi? J'ai regardé la maîtresse qui s'accrochait toujours à mon mari. Je l'ai regardée dans les yeux, elle qui se croyait victorieuse. Tu veux tellement cette ordure. Très bien, il est à toi. Mais je veux voir demain, quand il n'aura plus un centime en poche, quand on le jettera à la rue avec une montagne de dettes, si tu t'accrocheras toujours à lui en disant que tu l'aimes. Ou peut-être que tu courras plus vite qu'un chien qu'on a aspergé d'eau bouillante. Hé, fais attention à ce que tu dis. Tu es juste jalouse parce que Thomas m'aime et me donne tout ce que je veux. Laisse tomber cette folle, bébé. C'est juste dégoûtant de lui parler, a ajouté Thomas. Écoute-moi bien, Jasmine. Tu veux divorcer. Très bien, je te l'accorde. Mais c'est toi qui prendras ta valise et qui dégageras de cette maison. Tu n'auras pas un seul centime de moi. Cette voiture et cette maison, c'est moi qui les ai gagnées. N'essaie même pas d'y toucher. Une fois que tu auras signé les papiers, j'amènerai immédiatement Nicolette ici comme la nouvelle reine de la maison, pour que tu vois que c'est toi la perdante. C'est ça, mon fils. Mets-la dehors dès aujourd'hui, qu'on puisse enfin respirer. Et mène ta fille aussi, ce fardeau. Demain, j'ouvrirai le champagne pour célébrer le départ de cette pauvre bonne à rien de ma maison, a ajouté Hélène. J'ai souri. Un sourire froid et vide qui a provoqué un léger frisson chez Thomas. Je n'ai pas répondu. Discuter avec des imbéciles est une perte de temps. La punition la plus douloureuse n'est pas de les frapper ou de leur crier dessus, mais de les laisser grimper sur le plus haut piédestal de leur illusion. Et ensuite, de retirer soi-même l'échelle de sous leurs pieds pour qu'ils s'écrasent sur le béton dur. Je me suis retournée. Mes pieds nus ont quitté la pièce, laissant derrière moi les rires irritants des 3 personnes qui ne savaient pas que leur condamnation à mort financière avait officiellement commencé. Je suis descendue au premier étage et je suis entrée dans la pièce qui était notre univers privé avec Thomas avant qu'il ne me déplace dans une autre chambre quand je suis tombée enceinte. Il y avait toujours cette odeur familière, mais maintenant, elle me dégoûtait. J'ai posé la petite Chloé au milieu du lit et je l'ai entourée de coussins. Elle dormait profondément. Sa respiration était calme, son visage rougeaud. Elle ne se doutait de rien de la tempête qui s'apprêtait à frapper la vie de sa mère. En la regardant, ma poitrine s'est serrée, mais pas une seule larme n'a coulé. Je l'avais juré sur la table d'opération. À partir d'aujourd'hui, je ne pleurerai plus pour cet homme immonde. J'ai sorti la grande valise du placard et j'ai commencé à faire mes bagages. Je n'ai rien pris de ce que nous avions acheté avec notre argent commun. J'ai seulement sorti les vêtements simples que j'avais achetés avec mon propre petit pécule pour cacher mon identité. Quelques couches pour Chloé, mes papiers et le carnet de santé du bébé. À cause de ma cicatrice encore saignante, je bougeais lentement, parfois je devais m'agripper à la porte du placard pour prendre une profonde inspiration, mais la douleur physique n'était pas suffisante pour éteindre la rage et la haine qui brûlaient dans mon sang et qui me donnaient de la force. Au moment où j'ai fermé la valise, ce qui a produit un son sec, la porte s'est ouverte bruyamment. Hélène se tenait là. Ses yeux de faucon ont balayé la pièce avant de se fixer sur la valise que je tenais à la main. Sans hésiter, elle est entrée et m'a violemment arraché la valise des mains. Dans cette maison, tout vient de l'argent de Thomas. Tu as vécu en parasite ici pendant des années. Maintenant que tu pars, tu veux même voler? Ouvre-la. Je vais vérifier.
Je me suis redressée et j'ai fait face à la belle-mère que j'avais endurée et respectée pendant 3 ans. Je n'étais plus la belle-fille douce qui accepte les mauvais traitements. J'ai tendu la main et j'ai arraché la valise avec une telle force qu'Hélène a failli tomber. « Enlève tes sales pattes de là, maman. Il n'y a que mes vieux vêtements et les couches de ma fille dedans. Les objets de valeur de cette maison ne m'intéressent pas. Pas un seul. Tu peux tout garder. Embrasse tes illusions. Comment oses-tu me répondre? Sors de cette maison sans rien emporter, et on verra combien de temps tu tiens sans l'argent de mon fils. Tu vas fouiller dans les poubelles et mendier. Une fois que tu auras franchi le portail, n'ose pas revenir t'agenouiller et me supplier. » Thomas est descendu du 2e étage. Il portait un pantalon et une chemise en soie brillante. Il s'est appuyé contre le chambranle de la porte, les bras croisés, me regardant comme on regarde une bête qui essaie de se débattre. « Laisse tomber, maman. Voyons si elle se nourrit de sa fierté bon marché. Elle vient d'accoucher. Elle n'est pas encore remise. Qui veut exposer son enfant au soleil? Je t'ai prévenu, Jasmine. Si tu sors d'ici, je te coupe tout soutien. Ne m'écris pas pour faire du drame, pour me dire que l'enfant est malade ou pour demander de l'argent pour du lait en poudre. Je n'ai aucune obligation envers une femme ingrate et stupide. » Je me suis penchée et j'ai pris la petite Chloé. Je l'ai enveloppée dans une fine couverture pour qu'elle n'ait pas froid. De l'autre main, je tenais fermement la valise. Je me suis dirigée vers la porte. En passant devant Thomas et Hélène, je me suis arrêtée un instant. Mes yeux de lynx les ont fixés. « Ne t'inquiète pas, Thomas. Comparé à l'argent nécessaire pour le lait de ma fille, l'ensemble de tes revenus d'une vie n'est que de la petite monnaie. J'espère juste que demain, en te réveillant, tu auras encore la force de te lever et de prononcer ces mots. » Je suis sortie sans me retourner. La lourde porte en chêne s'est refermée derrière moi, coupant définitivement cette relation compliquée et pourrie. L'air chaud de Paris m'a frappé le visage, mais j'ai ressenti une immense liberté, la liberté d'un aigle qui s'est échappé d'une cage étroite. Je suis sortie de la résidence et j'ai hélé un taxi. Le chauffeur m'a regardé, une jeune mère pâle, avec un sac et un enfant, avec de la pitié dans les yeux. « Où allons-nous, madame? Je vois que c'est difficile pour vous. Je vais vous aider avec les bagages. »« Merci, monsieur. »« À l'hôtel Le Bristol, s'il vous plaît. » Le taxi a démarré, laissant derrière lui la villa habitée par des sangsues. Je me suis adossée au siège, regardant la circulation de la ville. Il y a 3 ans, je me suis fait passer pour une employée pauvre. J'ai quitté la vie de luxe, je me suis enfermée dans la cuisine pour être une bonne épouse. Maintenant, la comédie est terminée. Il est temps de retourner dans mon vrai monde. Quand nous sommes arrivés à l'hôtel, le personnel en uniforme s'est immédiatement précipité pour m'aider avec mes bagages. Je n'ai plus sorti de billets de banque froissés. J'ai ouvert l'application de ma banque numérique sur mon téléphone et j'ai payé pour la suite présidentielle la plus chère. Lorsque la porte de la suite de luxe s'est ouverte, un délicat parfum d'orchidée m'a accueilli. De la fenêtre, on pouvait voir toute la ville scintiller sous la lumière du soleil couchant. J'ai doucement posé la petite Chloé sur le lit moelleux comme un nuage. J'ai regardé le visage angélique de ma petite fille et j'ai caressé ses petites mains. « Chloé, je suis désolée que tu aies dû voir cette scène sordide, mais ne t'inquiète pas. À partir d'aujourd'hui, maman te protégera de toutes ses forces. Ceux qui nous ont piétinés, je leur ferai payer avec du sang. » Je suis allée dans la salle de bain, j'ai lavé la sueur et l'odeur de la clinique. Quand je suis sortie, je portais déjà un peignoir en soie de première qualité. J'ai ouvert le fin ordinateur portable sur le bureau. La lumière de l'écran a éclairé mon visage vif et froid. Il n'y avait plus aucune trace de faiblesse. Il était temps de réveiller l'empire de la Seine Investissement Holding, et le nœud coulant financier qui allait serrer le cou de Thomas s'est officiellement resserré. Le lendemain matin, 8 heures. Les rayons du soleil ont traversé les baies vitrées de la suite présidentielle. Une nounou coûteuse, que j'avais engagée en urgence la veille au soir, s'occupait déjà de la petite Chloé dans la chambre voisine, pendant que moi, assise devant le grand miroir, j'ôtais lentement la peau de la jeune mère faible. J'ai appliqué un maquillage subtil mais affirmé, avec un long trait d'eyeliner pointu et un rouge à lèvres rouge foncé qui suggérait le pouvoir. J'ai choisi un tailleur pantalon gris sur mesure qui épousait mes formes et dissimulait les traces de l'accouchement, associées à des talons hauts coûteux. J'ai laissé mes cheveux détachés, en vague fière. Quand je me suis regardée dans le miroir, je n'étais plus Jasmine, l'épouse négligée. Parasite, mise à la porte. J'étais Jasmine, la présidente cachée de la Seine Investissement Holding, qui dirige la vie et les affaires de dizaines de grandes et petites entreprises du pays. Dans le hall, une Maybach noire brillante, envoyée par l'entreprise, m'attendait déjà. Je suis montée et j'ai ordonné au chauffeur de se rendre directement au siège social. Pendant 3 ans,
J'avais dirigé l'entreprise par le biais de réunions en ligne, le visage caché. Mon apparition d'aujourd'hui allait provoquer un tremblement de terre dans tout le secteur. Lorsque je suis entré dans le hall de l'entreprise, le claquement de mes talons a résonné durement sur le sol en marbre. Tout le monde a levé la tête. Les cadres supérieurs, les assistants et les chefs de service étaient déjà alignés pour la réunion extraordinaire que j'avais convoquée. Mon cousin, qui avait servi de président fantoche, s'est rapidement approché et s'est incliné pour me céder la place centrale. La porte en verre trempé de la salle de réunion s'est fermée. Je me suis assise sur le siège présidentiel au bout de la longue table. De chaque côté de moi, la meilleure équipe juridique, dirigée par Maître Dubois, était assise, ainsi que le directeur financier et le directeur des investissements. L'atmosphère dans la pièce était extrêmement pesante. J'ai légèrement tapoté mon stylo incrusté de diamants sur la table. Ma voix était froide et résolue. Merci d'être venu. À partir d'aujourd'hui, je reviens officiellement pour diriger directement l'entreprise. Tout d'abord, Maître Dubois, où en sont les procédures judiciaires que j'ai ordonnées hier soir? Tout est prêt, Madame la Présidente. Premièrement, concernant la villa de Neuilly et la Mercedes, les prêts bancaires sont effectivement au nom de Thomas. Mais en réalité, la garantie provient à 100% de notre filiale. Ce matin, j'ai envoyé une notification de révocation de la garantie et j'ai demandé à la banque de saisir immédiatement les biens pour suspicion de fraude de la part de l'emprunteur. La banque a déjà émis l'ordonnance d'exécution. Deuxièmement, toutes les cartes de crédit noir de Thomas, avec une limite de 200 000 €, ont été définitivement bloquées, car la carte principale a été déclarée perdue. Troisièmement, la demande de divorce et de partage des biens, accompagnée des preuves d'adultère confirmées par les enregistrements de vidéosurveillance de l'hôtel, a déjà été déposée. Nous obtiendrons la garde exclusive, et il ne recevra pas un seul centime. Excellent, j'ai hoché la tête. J'ai tourné mon regard vers le directeur des investissements, qui était assis et attendait les instructions. Thomas se vante toujours d'apporter des projets de plusieurs millions à son entreprise. Il est temps de lui montrer qu'il lui donne le pain à manger. Monsieur Hugo, où en sommes-nous avec nos 3 grands projets avec l'entreprise de Thomas comme entrepreneur principal? Madame la Présidente, ils en sont à la 2e phase de la construction. Leur trésorerie dépend de notre 2e versement, prévu pour ce vendredi. Si nous ne virons pas les fonds, l'entreprise de Thomas s'effondrera. Ils ne pourront pas payer les ouvriers, les matériaux, et devront faire face à des pénalités de rupture de contrat de plusieurs centaines de milliers d'euros de la part des sous-traitants. J'ai souri. Un sourire cruel est apparu sur mes lèvres. Bien. Activez la clause d'audit extraordinaire. Arrêtez tous les financements dès aujourd'hui. Le motif. Nous avons découvert une fraude dans la gestion de leurs matériaux. Retirez tous nos capitaux de nos coentreprises avec eux. Faites fuiter cette information aux médias économiques et à leurs partenaires. Je veux qu'avant midi, Thomas reçoive la nouvelle que son entreprise est officiellement en faillite. Compris, madame. Mais si nous faisons cela, nos projets pourraient également être retardés et nous pourrions perdre un peu d'argent. Êtes-vous sûr de vouloir être aussi impitoyable? Une perte de quelques millions et de la petite monnaie pour cet investissement, comme si on la jetait par la fenêtre. Mais pour Thomas, c'est le couteau qui le tuera. Faites ce que j'ai dit, sans pitié. La réunion s'est terminée rapidement. Les dirigeants sont partis précipitamment pour exécuter mes instructions, comme une tempête imminente. J'ai fait pivoter mon fauteuil vers la baie vitrée du grand immeuble. En bas, les gens ressemblaient à de minuscules fourmis pressées. Parmi ces fourmis se trouvait un imbécile arrogant, qui serrait sa maîtresse dans ses bras, rêvant d'un avenir riche, sans savoir que la main puissante du destin était déjà fermement sur sa gorge. L'arrogance d'un homme qui s'accroche au jupon d'une femme sera anéantie par le pouvoir de cette même femme. Dans cette guerre, je n'ai pas besoin de transpirer. Je reste assise sur mon trône, je bois mon thé, et je regarde comment ils se débattent dans la boue qu'ils ont eux-mêmes créée. 11 heures du matin. La chaleur était accablante à Paris, comme si l'asphalte brûlait, mais dans un centre commercial de luxe de l'avenue Montaigne, l'air était frais et sentait la richesse. En regardant les images des caméras de sécurité, piratées par notre service informatique et envoyées sur mon iPad, je sirotais tranquillement mon thé à la camomille. Je profitais de la retransmission en direct de mon spectacle. Thomas et sa maîtresse Nicolette sont entrés dans la boutique Chanel. Thomas se pavanait, le menton levé. Il se croyait le maître du monde. La maîtresse, aguicheuse, pressant sa poitrine contre le bras de Thomas, ses yeux examinaient avec avidité les sacs coûteux. Il fêtait quelque chose. Peu. Être pensait-il que notre expulsion de la veille était une victoire et qu'il pouvait enfin profiter seul de la fortune qu'il croyait appartenir à Thomas. Bébé,
Ce sac noir avec les ferrures dorées est magnifique. La dernière collection, mais il est si cher, presque 6 000 €. Peut-être devrions-nous regarder quelque chose de moins cher. C'est tellement gênant. Tu dois déjà dépenser tant pour ton divorce avec ton ex-femme. Allons, ne t'inquiète pas. Ce divorce, c'est juste un coup de fil à mon avocat, et c'est réglé. Elle est partie, et n'a rien emporté. À partir d'aujourd'hui, cette maison est à toi. Mon argent est à toi. Ce sac, c'est de la petite monnaie. Gérant, emballez-moi ce sac, et ce parfum en édition limitée aussi. La future femme du président de l'entreprise doit vivre dans le luxe. Ne te prive de rien, a retenti la voix forte et arrogante de Thomas dans la boutique. Le personnel s'est immédiatement incliné et a souri. Ils ont rapidement mis le sac coûteux dans la boîte noire. Thomas a attrapé son portefeuille et a sorti avec arrogance la carte de crédit noire. Il l'a pincée entre 2 doigts et l'a tendue au caissier. Cette carte, c'était la carte secondaire que je lui avais commandée. Elle était liée à mon propre argent. Le caissier a passé la carte avec un sourire sur le terminal. La machine a émis un bip. Bip. Un message d'erreur rouge est apparu. Le caissier a froncé les sourcils et a réessayé. Il a entendu le même son de refus. Son sourire est devenu forcé. « Monsieur, je suis désolé, mais votre carte a été refusée. Le système indique que la carte a été bloquée ou gelée par le titulaire principal. Avez-vous une autre carte ou de l'argent liquide? Le montant total est de 5 850 €. Quel genre de service est cela? Si votre machine est défectueuse, jetez-la. C'est une carte noire, VIP, avec une limite de 200 000 €. Je l'ai encore utilisée hier. Comment pourrait-elle être bloquée? Repassez-la. Quelle lenteur! Si je m'énerve, je vous ferai virer, a crié Thomas. La maîtresse s'est jointe à lui. Oui, être que votre machine est défectueuse. Mon mari est le président d'une grande entreprise. Son argent ne s'épuise pas. Faites votre travail correctement. Je perds tout mon enthousiasme. Bien qu'il leur ait crié dessus, le caissier est resté professionnel. Il a essayé avec une autre machine, mais elle a également été refusée. Le gérant est intervenu. Monsieur, nous avons tout essayé, mais votre carte a bien été gelée par la banque. Le problème ne vient pas de nous. Si vous n'avez pas d'autres moyens de paiement, nous serons obligés d'annuler la transaction. D'autres clients attendent. Le visage de Thomas est passé de l'arrogance à l'humiliation. Les riches clients autour d'eux ont commencé à chuchoter. Dans le monde du luxe, une carte refusée est une immense honte. Thomas, paniqué, a ouvert son portefeuille. Il a sorti 2 cartes de crédit normales d'autres banques, des cartes qu'il utilisait pour de plus petites dépenses. Tenez, passez ces 2-là. Vite. Ces banques ne valent rien. Je vais les appeler et leur passer un savon. Mais la tragédie, c'est qu'avant même le lever du soleil, l'équipe financière de Seine Investissement avait déjà bloqué l'intégralité de la ligne de crédit et du score de Thomas auprès de toutes les banques. La limite de ces cartes était faible. Et maintenant, elles étaient également bloquées. Le paiement n'est donc pas passé. Bip, bip, le son de l'erreur a claqué comme une série de gifles sur le visage du président. Les lèvres de Nicolette ont commencé à trembler. Elle a lentement lâché le bras de Thomas. Ses yeux étaient remplis de doute et de déception. Thomas, en sueur, a repris les cartes et a traîné Nicolette hors de la boutique, sous le regard du personnel et des passants. « Il y a un problème avec le système de la banque, bébé. Allons manger quelque chose. Je reviendrai le chercher plus tard, » a dit Thomas en bégayant. « Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es président et tu ne peux même pas acheter un sac? Tu m'as ridiculisé. Je ne veux pas manger. Rentrons à la maison. Va chercher ta voiture au parking. Je suis fatigué. » Thomas s'est mordu la lèvre et ils sont descendus au parking souterrain du centre commercial. Il a appuyé sur la clé intelligente de la Mercedes, mais rien n'a bipé, rien n'a clignoté. Lorsqu'il est arrivé à la place de parking VIP, il s'est figé. Une dépanneuse soulevait sa Mercedes brillante. Quelques gardiens et employés de banque se tenaient là, des papiers à la main. Thomas a paniqué et s'est précipité en criant « Hé, qu'est-ce que vous faites? Posez ma voiture. Qui a ordonné ça? Vous êtes des voleurs. En plein jour. Excusez-moi, vous êtes monsieur Thomas? Nous sommes les représentants de la banque. Conformément au contrat de prêt hypothécaire numéro 2804, le garant qui payait le véhicule a révoqué sa garantie et a cessé le paiement des intérêts. Parallèlement, nous avons découvert une fraude dans votre profil de revenus. La banque a ordonné la saisie immédiate du bien. Voici la notification. Veuillez signer pour la remise.
Quelle garantie, quelle saisie? Je l'ai acheté avec mon propre argent, prélevé sur mon compte. Vous vous trompez. Je vais appeler votre directeur d'agence. Je suis un client VIP là, bas. Monsieur, veuillez vérifier votre compte. Pendant 3 ans, l'argent reçu pour le remboursement du véhicule provenait d'une société financière au nom d'une autre personne. Pas au vôtre. Ce matin, ils ont arrêté le financement. Vous n'avez pas la capacité de payer, alors veuillez vous écarter. La dépanneuse a lentement démarré, emportant avec elle le symbole de son faux succès. Thomas est resté là, paralysé. La clé dans sa main était désormais inutile. Nicolette se tenait à côté de lui, blanche comme un linge. L'amante a réalisé que l'homme qu'elle avait séduit était une coquille vide. « Qu'est-ce que c'est que ça, Thomas ?»« Ils ont pris ta voiture, bloqué tes cartes. Et maintenant, tu me fais rentrer à pied? Tu disais que tu étais riche. Bébé, attends, je vais les appeler. C'est juste une erreur. Je vais les poursuivre en justice. Rentrons en taxi, je m'en occuperai à la maison. » J'ai fermé l'iPad et j'ai souri. Rentrer en taxi. Thomas, tu ne comprends toujours pas. La maison où tu vas rentrer n'est plus à toi non plus. Le jeu atteint sa plus belle partie. Pendant que Thomas transpirait dans le parking parisien et commandait un taxi bon marché pour ramener sa maîtresse, Hélène, dans la villa de Neuilly, savourait les derniers instants de sa vie de reine. Je l'ai vue sur la vidéosurveillance. Assise sur le canapé en cuir coûteux, mangeant des raisins importés, tenant le téléphone et bavardant bruyamment avec ses amis de province. Tu sais, ce matin j'ai mis ma belle-fille à la porte. Elle n'a fait que donner naissance à une fille inutile. Et elle m'a même répondu. Mon fils Thomas est président. Beaucoup de femmes sont folles de lui. Ce matin, il a déjà ramené une belle jeune fille à la maison. Cette villa, cette voiture, c'est le fruit de la sueur de mon fils. C'est moi qui dois profiter de la vie ici, pas cette parasite. Elle est partie les mains vides. Je lui ai interdit d'emporter le moindre centime, qu'elle apprenne sa leçon. Pendant qu'elle riait, la sonnette a retenti. Hélène a rajusté son peignoir en soie et s'est dirigée vers le portail comme une châtelaine. Elle pensait probablement que son fils et sa nouvelle belle-fille rentraient avec leurs achats coûteux. Mais lorsqu'elle a ouvert le portail en fer, son sourire s'est figé. Ce n'était pas Thomas dehors. C'était Maître Dubois, en costume noir, suivi d'employés de banque et de 3 agents de sécurité de la résidence. Qui êtes-vous? Pourquoi faites-vous tout ce bruit? Ne savez-vous pas que c'est la maison du président Thomas? Bonjour. Je suis le représentant légal du véritable propriétaire de cette villa. Et voici le représentant de la banque. Nous sommes ici pour exécuter l'ordonnance de saisie et nous vous demandons de quitter immédiatement les lieux en tant qu'occupant sans droit ni titre. Saisie? Véritable propriétaire? Vous êtes fou. Cette maison, mon fils Thomas l'a achetée à la sueur de son front et de son sang. Vous êtes des escrocs. J'appelle la police. Vous pouvez appeler la police si vous le souhaitez. Cela ne fera qu'accélérer notre travail. Madame, vous avez raison. Le nom de M. Thomas figure sur le contrat de prêt, mais la totalité de l'acompte et des mensualités a été payée depuis le début par l'entreprise de votre belle-fille, Madame Jasmine. Ce matin, elle a déposé une demande de divorce et a révoqué la garantie financière. Votre fils n'est pas en mesure de payer la maison, c'est pourquoi la banque l'a saisie. Voici l'ordonnance du tribunal avec le sceau rouge. Veuillez la lire. Hélène lui a arraché le papier des mains, s'efforçant de lire les gros caractères. Lorsqu'elle a vu le nom de Jasmine et les mots exécution, expulsion, c'est comme si tous ses os s'étaient ramollis. Elle a reculé en bégayant. Jasmine. Cette parasite Jasmine. Son entreprise? Impossible. Elle n'est qu'une employée de bureau qui gagne 2000 € par mois. Comment pourrait-elle acheter une maison de plusieurs millions? Vous vous êtes ligué avec cette femme pour nous tromper. Où est Thomas? J'appelle mon fils. Elle a composé le numéro en panique. Quelques minutes plus tard, un simple taxi s'est garé devant le portail. Thomas et Nicolette en sont sortis. Leurs visages étaient froissés. Ils étaient trempés de sueur. En voyant la foule devant la maison, Thomas s'est précipité, paniqué. « Qu'est-ce qui se passe ici, maman? Pourquoi y a-t-il des banquiers? Thomas, mon fils, ils disent que cette maison appartient à Jasmine. Ils veulent la prendre, nous mettre à la porte. Fais quelque chose, c'est toi qui l'as achetée. » Thomas a regardé Maître Dubois, puis les employés de banque. Sa colonne vertébrale s'est glacée. Il avait perdu sa voiture et ses cartes, maintenant sa maison aussi. Un soupçon effrayant lui a serré la gorge. Monsieur Thomas, a pris la parole Maître Dubois. Je suppose que vous avez reçu la notification concernant votre Mercedes. La même chose va se produire avec la maison. La garantie financière a été révoquée. Vous avez une dette de plusieurs millions envers la banque
que vous n'êtes pas en mesure de payer. La maison va être scellée. Veuillez emballer vos effets personnels et partir. Impossible? Comment pourrait-il révoquer la garantie? Je suis un partenaire stratégique de Sen Investissement. Je gère des projets de plusieurs centaines de millions. Je peux payer. Dès que mon argent arrivera, je l'achèterai en espèces. Donnez-moi une semaine. Monsieur Thomas, vous ne lisez pas les nouvelles? Il y a 2 heures. Sen Investissement a résilié tous vos contrats parce qu'ils vous ont surpris en train de voler du matériel. Votre financement a été arrêté. Vous n'avez plus d'entreprise, vous êtes en faillite, et vous devez même faire face à des poursuites et à des pénalités. Vous n'avez plus aucune source de revenus. Les mots de Maître Dubois ont explosé comme une bombe dans le cerveau de Thomas. Résilié. En faillite. Ces mots étaient si douloureux à ses oreilles qu'il s'est effondré et s'est assis sur le béton devant la villa. Tout ce pourquoi il avait travaillé, sa fausse position, sa richesse ostentatoire, s'est effondré comme un château de sable. En à peine une demi-journée, la maîtresse Nicolette avait tout entendu. Elle n'était pas stupide. En entendant le mot faillite, elle a compris que l'homme auquel elle s'était accrochée n'était plus qu'une ordure. En boudant et en tapant du pied, elle a pris la parole. « Tu m'as trompé. Quel genre de président millionnaire es-tu si tout n'est qu'à crédit? Heureusement que je ne me suis pas trop investi. Écartez-vous. Laissez-moi passer. Quelle poisse j'ai! Je me suis mise avec un escroc fauché et affamé. Nicolette? Nicolette? Tu pars? Ne me quitte pas. On recommencera. » Mais Nicolette lui avait déjà tourné le dos, était sortie sur la route principale, avait hélé un taxi et avait disparu comme par enchantement, laissant l'homme qui, il y a peu, aurait mis le monde entier à ses pieds, maintenant étendu sur le sol. Hélène sanglotait bruyamment, se roulant par terre, maudissant le ciel, la banque, mais la loi ne s'intéresse pas aux larmes de crocodile. Les gardiens les ont escortés dehors. Ils n'ont pu emporter aucun objet de valeur, seulement les vêtements qu'ils portaient et quelques vieux haillons. La maison a été fermée et scellée. Soudain, une pluie diluvienne s'est abattue, une après-midi typiquement parisienne. Le duo mère-fils arrogant, qui m'avait jeté sous la pluie alors que je luttais pour ma vie, a été de la même manière poussé dehors par les gardiens, les mains vides, tremblants et trempés sous la pluie froide. La richesse empruntée doit être entièrement remboursée. Le soir, dans la suite présidentielle du Bristol, je me suis tranquillement appliqué un masque facial en écoutant la respiration de la petite Chloé. Mon téléphone n'arrêtait pas de s'allumer. Mon assistante m'envoyait les rapports les uns après les autres. L'entreprise de Thomas était paralysée. Ses créanciers, ses fournisseurs et ses ouvriers, en voyant les nouvelles, ont pris d'assaut son bureau pour réclamer leur argent. Le téléphone de Thomas a explosé. Le respecté président est devenu l'escroc le plus recherché de la ville. Thomas n'était pas assez stupide pour ne pas comprendre. Une seule main puissante dirigeait toutes ces tragédies. Le blocage de la carte, la saisie de la voiture, la saisie de la maison et le retrait des investisseurs, tout s'est passé en même temps et à la minute près. Au milieu de la peur et du désespoir, il s'est souvenu de ce que j'avais dit le matin. Retirez tous mes investissements anonymes de la Sen Investissement Holding. Reprenez immédiatement cette villa. Il avait alors pensé que j'étais folle, mais maintenant tout était devenu réalité. Son ego lâche s'est effondré. Il a décidé d'aller voir le plus haut dirigeant de la Sen Investissement Holding pour demander des explications. Le lendemain, bien que poursuivi par les créanciers, Thomas, portant un masque et une casquette, s'est rendu en transport en commun au siège imposant de la Sen Investissement Holding. Lorsqu'il est entré dans le hall, il ressemblait à un mendiant perdu dans un palais. Ses vêtements étaient froissés, il sentait mauvais et une barbe de plusieurs jours poussait sur son visage. Il s'est précipité vers la réceptionniste, la voix brisée par la supplication. « Mademoiselle, je voudrais parler à votre président. Je suis Thomas, l'entrepreneur principal du projet Sud. Il y a juste eu un malentendu. Je vous en supplie, dites à votre président que je dois lui parler. » La réceptionniste avait déjà reçu des instructions. Elle a souri professionnellement et a indiqué l'ascenseur privé du président. « Monsieur Thomas, le président vous attend déjà. Montez au 45e étage, salle de réunion VIP numéro 1. » Thomas était surpris. Il ne pensait pas qu'il serait si facile de rencontrer le président le plus puissant et le plus mystérieux de la scène. L'espoir est né en lui. Il pensait qu'il pourrait être, avec sa langue bien pendue, convaincre le président de lui donner une seconde chance. L'ascenseur s'est ouvert. Le couloir au tapis rouge menait à une salle de réunion d'un silence de cathédrale. 2 grands gardes du corps en costume noir ont ouvert la lourde porte. La pièce était immense, avec des panneaux de verre. On pouvait voir toute la ville. Au fond, un grand fauteuil en cuir lui tournait le dos. Thomas est entré,
courbé. Il s'est presque agenouillé de nervosité. Il s'est frotté les mains. « Bonjour, Monsieur le Président. Je suis Thomas. Je ne sais pas en quoi j'ai pu vous offenser pour que vous retiriez le financement. Je vous jure que le matériel est en ordre. Je vous en supplie, donnez-moi une autre chance. Si mon entreprise fait faillite, ma famille mourra de faim. Ayez pitié de moi. » Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. J'étais assise dans le fauteuil en cuir. Je faisais tourner le stylo entre mes doigts. La supplication de l'homme qui m'avait humiliée et traité de parasite était de la musique à mes oreilles. J'ai lentement fait pivoter le fauteuil de 180 degrés pour faire face à l'homme courbé. Je portais un tailleur blanc, plein d'autorité. Mes yeux étaient glacials. Les bras croisés, je le fixais. « Ta famille mourra de faim dans la rue ? Quelle coïncidence. C'est exactement ce que j'avais prévu pour toi aussi. » En entendant la voix familière, Thomas a brusquement levé la tête. Ses pupilles se sont réduites à la taille d'une tête d'épingle. Sa mâchoire est tombée, ses yeux se sont écarquillés, et tout son corps s'est raidi, comme s'il avait été frappé par la foudre. Il est devenu blanc comme un mort. Il a reculé de 3 pas, a heurté la table et a bégayé. « Jasmine, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi es-tu habillée comme ça? Tu t'es faufilée en secret dans le bureau du président? Tu es folle? Tu vas me mettre dans le pétrin. » Jusqu'au dernier moment, son esprit étroit ne pouvait pas accepter la vérité. Il pensait encore que je n'étais qu'une machine à faire des enfants. Comment pourrais-je être assise sur le fauteuil le plus puissant de cet empire de plusieurs millions? J'ai ri. Mon rire a résonné dans toute la pièce. « Thomas, ouvre tes yeux de grenouille au fond du puits. Regarde quel nom est sur cette plaque. Regarde qui a signé les contrats qui ont sauvé ta misérable entreprise pendant 3 ans. Regarde qui t'a nourri, toi et ta mère, qui t'a donné un titre de président pour que tu te pavanes devant les gens et que tu ramènes des maîtresses pour piétiner la personne qui t'a accordé sa grâce. » Je lui ai jeté les statuts originaux de la Seine Investissement Holding, les résolutions du conseil d'administration avec ma signature et mon sceau rouge, au nom de Jasmine. Je les lui ai jetés en pleine figure. Les papiers blancs se sont envolés et sont tombés sur le tapis. Thomas les a ramassés en tremblant et a commencé à lire. Chaque lettre était un marteau qui détruisait sa grande illusion, la réalité nue et cruelle. La personne qu'il méprisait, la personne que sa mère appelait une parasite, était la reine qui contrôlait toute sa vie et son avenir. Le succès dont il se vantait, les contrats dont il se pavanait, n'étaient que des jouets que je lui avais jetés pour qu'il s'amuse. Thomas s'est agenouillé sur le sol. Ses larmes et sa morve coulaient le long de son visage émacié. Il a réalisé qu'il avait lui-même détruit la plus grande mine d'or de sa vie à cause de son infidélité et de sa stupidité. C'était bien plus cruel que n'importe quelle faillite. Le rideau est tombé, et le guerrier qui se croyait quelqu'un n'était plus qu'un ver attendant qu'on l'écrase. 3 jours après la révélation de la vérité, dans la salle VIP, un violent orage d'été s'est abattu sur Paris. La pluie incessante, du matin au soir, a transformé les rues en fleuves sombres et froids. Pour moi, assise dans mon bureau présidentiel au 45e étage, sirotant un thé à la camomille chaud et regardant la ville, la pluie apportait paix et tranquillité. Mais pour Thomas et Hélène, cette pluie était la plus dure punition du ciel pour leur corps brisé. Pendant que je lisais les rapports financiers, mon assistante a frappé à la porte et est entrée, un peu inquiète. Elle a dit que 2 mendiants faisaient du tapage dans le hall de l'immeuble. Les gardiens essayaient de les faire partir, mais ils ne voulaient pas. Ils étaient à genoux sous la pluie et criaient mon nom. Ils suppliaient de voir la présidente Jasmine. Je n'ai pas eu besoin de regarder la vidéosurveillance. Je savais qui c'était. On les avait jetés de la villa sans argent. Aucun de leurs parents n'avait voulu les accueillir, craignant d'être impliqués dans la dette de plusieurs centaines de milliers d'euros de leur entreprise. Ils n'avaient nulle part où aller. Je me suis levée et j'ai rajusté mon blazer noir. Je suis montée dans l'ascenseur et je suis descendue au rez-de-chaussée. Je voulais voir de mes propres yeux comment s'agenouillaient ceux qui avaient arrogamment piétiné nos vies. Lorsque la porte du hall s'est ouverte, le vent froid de la tempête m'a fouetté le visage. 2 gardes du corps ont immédiatement ouvert un grand parapluie noir pour me couvrir. Lorsque je suis descendue les marches en marbre, une scène extrêmement pathétique s'est offerte à moi. Sous la pluie battante, Thomas et Hélène étaient à genoux sur le béton mouillé. Leurs vêtements étaient boueux, déchirés et sentaient l'aigre, car ils ne s'étaient pas lavés ni n'avaient mangé correctement depuis des jours. Le visage d'Hélène, la femme qui m'avait toujours raillé d'être une pauvre fille de province, était maintenant ridé, blanc comme un linge à cause du froid, ses yeux étaient cernés et remplis de peur. Thomas avait l'air encore pire. Ses mains, qui portaient autrefois une montre suisse, tremblaient maintenant et s'accrochaient au bras de sa mère. Il était recroquevillé, comme un chien errant battu.
Quand ils ont vu le bout de mes talons au coûteux, Hélène a semblé voir une bouée de sauvetage. Toute sa dignité a disparu. Elle s'est jetée à terre et a attrapé le bas de mon pantalon. Ses larmes et sa morve se sont mélangées à la pluie. Jasmine, je t'en supplie, aie pitié. Aie pitié de cette vieille femme. Aie pitié de Thomas. Il sait maintenant qu'il a fait une erreur. Nous dormons sous un pont depuis des jours. Nous cherchons de la nourriture dans les poubelles. Nous sommes poursuivis par les mafieux à qui il doit de l'argent. Ils ont dit qu'ils allaient couper les mains et les pieds de Thomas. Donne-nous une chance de vivre. Après tout, je suis la grand-mère de la petite Chloé, et Thomas est son père. Dieu te pardonnera aussi, mon enfant. Je t'en supplie. La grand-mère de Chloé. Son père. Chaque mot qui sortait de la bouche de cette vieille femme me retournait l'estomac de dégoût. Quand ils avaient encore de l'argent, quand ils étaient assis sur ma fortune, elle appelait ma fille une porte-malheur et une sans-valeur. Elle m'avait même interdit de l'appeler de l'hôpital. Maintenant qu'ils étaient au bout du rouleau, ils utilisaient le sang et la famille comme un bouclier. J'ai froidement reculé pour éviter son contact sale. Je me suis penchée. Mes yeux étaient aussi tranchants qu'une lame de rasoir alors qu'ils fixaient le visage tremblant d'Hélène. Ma voix était calme. Je ne criais pas. Mais elle était suffisante pour percer la pluie et se planter dans leur cerveau. Maman ne mentionne pas le nom de ma fille pour la souiller. As-tu oublié? La nuit où j'ai perdu les os, où le sang s'accumulait à mes pieds, quand je t'ai supplié d'appeler une ambulance? Qu'as-tu dit? Tu as dit que j'étais sale. Tu as fermé la porte et tu m'as laissé mourir. As-tu pensé cette nuit-là que tu étais sa grand-mère, ou étais-tu trop occupée à prier pour que je donne naissance à une fille, pour avoir une raison de me mettre à la porte et de ramener la maîtresse de ton fils à la maison? C'est de ma faute, a crié Thomas, en se frappant la tête contre le béton. C'est de ma faute. J'étais fou. J'ai été envoûté par cette femme. Elle m'a trompé. Quand elle a su que j'étais en faillite, elle a volé ma montre et le dernier argent de mon portefeuille, puis elle s'est enfuie. Cette femme n'a pas de cœur. Seulement toi, tu étais ma bonne épouse, Jasmine. Frappe-moi. Insulte-moi. Mais je t'en supplie, retire la plainte au tribunal, débloque mes comptes pour qu'on puisse vivre. Je te promets que je serai gardien ou homme de ménage dans ton entreprise. Je vous servirai toute ma vie. Je ne veux pas aller en prison. Il se frappait continuellement la tête contre le béton, produisant un son assourdissant. Ses excuses bon marché étaient ridicules. Sa maîtresse l'avait trompé et volé. Ce n'est qu'alors qu'il a repris ses esprits. Les hommes, quand ils sont au sommet, méprisent la femme qui a pris soin d'eux, mais quand ils sont brisés au fond du trou, ils supplient de pouvoir revenir, d'être des pères exemplaires. Dans quel monde une loi aussi stupide existe-t-elle? Les bras croisés, je fixais l'homme qui gisait comme un ver à mes pieds. La douleur de mon cœur, datant de 3 ans, s'était complètement évaporée. Il ne restait plus qu'un profond dégoût. Tu dis que ta maîtresse n'a pas de cœur. Non, elle est intelligente. La poubelle va à la poubelle. Pourquoi la mettrais-tu sur la table, Thomas? Quand tu la serrais dans tes bras dans notre lit, as-tu pensé que tu en arriverais là? Tu pensais que j'étais une poubelle pour les amours recyclés? Tu as volé l'argent de mon entreprise, signé de fausses factures, causé des centaines de milliers d'euros de dommages. Et maintenant, tu veux que je retire ma plainte? Si je me laissais avoir aussi facilement, je ne serais pas assise sur le fauteuil présidentiel. Mon Dieu, tu vas nous tuer. Espèce de femme méchante, tu nourris la haine. Tu ne finiras pas bien. Tu es peu, être riche, mais ton âme est mauvaise. Quand Hélène a vu que sa comédie ne fonctionnait pas, sa vraie nature de scandaleuse a refait surface. Elle a regardé le ciel et a commencé à crier et à jurer. Elle a délibérément fait du bruit pour attirer l'attention des passants. Elle espérait que la pression de l'opinion publique me forcerait à reculer, mais elle a mal joué. Dans ce monde, c'est celui qui a l'argent qui dicte l'opinion publique. J'ai regardé le chef de la sécurité et je lui ai fait un signe de la tête. Appelez la police. Dites que des vagabonds font un scandale et menacent la sécurité de nos employés. Et encore une chose. Appelez aussi les mafieux qui cherchent Thomas. Donnez-leur sa position exacte. Ils s'arrangeront entre eux. En entendant le mot mafieux, Thomas a gémi de peur, s'est levé, a attrapé la main de sa mère, sans se soucier de savoir si la vieille femme avait mal aux jambes. Ils se sont enfuis en courant dans une ruelle sombre. Sous la pluie, la silhouette pathétique du duo mère-fils s'est lentement estompée, jusqu'à disparaître complètement. Je me suis retournée, et je suis retournée dans le hall lumineux de l'entreprise. Aucune pitié, pas une seule larme. La pitié envers l'ennemi est une cruauté envers soi-même.
La pluie dehors lavera la saleté qu'ils ont laissée derrière eux. Les lâches pensent toujours qu'une dernière larme suffit à effacer les milliers de blessures qu'ils ont infligées aux autres. Mais ils oublient que la blessure guérit, mais la cicatrice reste pour toujours. Et j'utiliserai cette cicatrice pour me rappeler de ne plus jamais me courber devant personne. 2 mois après la tempête, la première audience pour le divorce, le partage des biens et la garde, a officiellement commencé au tribunal de grande instance de Paris. L'atmosphère dans la salle d'audience était lourde, formelle et froide. J'étais assise du côté du demandeur. Je portais un tailleur noir qui dégageait de la force. Mes cheveux étaient soigneusement relevés en chignon. Mon attitude était aussi calme qu'un lac. À côté de moi, Maître Dubois, mon atout, avec les épais dossiers de preuves soigneusement préparés. De l'autre côté, Thomas était affalé sur le banc des accusés. À peine 2 mois de cavale pour échapper aux mafieux et à la police. Et l'ancien président séduisant était méconnaissable. Ses cheveux avaient grisonné. Il avait des cernes sombres sous les yeux. Et ses vêtements étaient trop larges, vieux et malodorants. Hélène était assise derrière lui, essuyant continuellement ses larmes avec le bord de sa robe. Il n'y avait plus aucune trace d'arrogance ou de grande gueule. Devant la loi, les gens habitués à la tyrannie ne ressemblent qu'à des souris effrayées par la lumière. Lorsque le juge a ouvert la séance avec son marteau, l'avocat de Thomas, un avocat commis d'office car il ne pouvait plus s'en payer un, a commencé à présenter leur demande. « Monsieur le juge, mon client, monsieur Thomas, consent au divorce. Cependant, en ce qui concerne le patrimoine, mon client demande le partage de la moitié de tous les biens communs acquis pendant le mariage, y compris la villa de Neuilly, la Mercedes-Benz et la moitié des actions de Madame Jasmine dans la Seine Investissement Holding. Mon client estime que pendant leur vie commune, Madame Jasmine a caché sa véritable identité et a secrètement déplacé des actifs, ce qui a causé un grave préjudice à ses droits conjugaux. De plus, mon client demande la garde exclusive de leur enfant, car Madame Jasmine est trop occupée par ses affaires et n'a pas le temps de s'occuper de l'enfant. En entendant cette demande éhontée, je n'ai pu que sourire. Même debout devant le tribunal, la cupidité et l'illusion de Thomas n'avaient pas diminué. Il pensait que la loi était un jeu. Il pensait que le fait que j'ai caché ma fortune serait sa bouée de sauvetage pour demander la moitié de mon argent. J'ai jeté un coup d'œil à Maître Dubois et j'ai hoché la tête. Maître Dubois s'est redressé. Sa voix était profonde, forte et dure. Il a lancé la première attaque sérieuse. « Monsieur le juge, les demandes du défendeur sont infondées et diffamatoires. Premièrement, concernant les biens, la villa et la Mercedes, bien que le prêt soit au nom de monsieur Thomas, ont été saisis par la banque il y a 2 mois en raison de l'insolvabilité du défendeur. Ces biens appartiennent désormais à la banque et ne font pas partie du patrimoine commun à partager. De plus, il est prouvé que tout l'argent versé depuis le début provenait du compte personnel de ma cliente, Madame Jasmine, qu'elle a acquis avant leur mariage. » L'avocat de Thomas a paniqué. Thomas s'est levé et a frappé sur la table. « Objection. Elle m'a délibérément tendu un piège. Elle m'a trompé pour que le prêt soit à mon nom, puis elle a délibérément coupé le financement pour qu'il soit saisi et que je sois mise à la porte. Sa participation dans Seine Investissement a augmenté pendant nos 3 ans de mariage. J'y ai aussi droit. Je dois avoir ma part. Monsieur Thomas, veuillez vous calmer, » a poursuivi Maître Dubois, en lançant la 2e bombe pour anéantir les ambitions de Thomas. « Monsieur le juge, concernant la participation dans Seine Investissement, je soumets au tribunal un contrat de mariage légalement authentifié, signé par Madame Jasmine et Monsieur Thomas avant leur mariage. Il y est stipulé que tous les biens, parts sociales et dividendes provenant de la Seine Investissement Holding constituent la propriété personnelle exclusive de Madame Jasmine. Monsieur Thomas n'a aucun droit de s'ingérer ou de réclamer une part. Il l'a signé volontairement lorsqu'il pensait que Madame Jasmine était une simple employée de bureau avec une grosse dette avant leur mariage. » Le souffle de Thomas s'est coupé. Il a regardé, les yeux écarquillés, le papier qui portait sa propre signature, maintenant projeté sur l'écran. Il y a 3 ans, quand j'avais sorti ce papier et que j'avais dit que j'avais une dette de plusieurs milliers d'euros d'une petite entreprise universitaire, il avait signé à la hâte le contrat de séparation de biens, de peur de se retrouver avec ma dette. Sans même le lire. Ceux qui se croient malins meurent souvent de leur propre cupidité et de leur égoïsme. Mais ma vengeance n'était pas encore terminée. Le prix de la trahison n'est pas seulement de partir les mains vides, mais le désespoir le plus profond. Et monsieur le juge, non seulement nous rejetons sa demande de patrimoine, mais nous avons également déposé une demande reconventionnelle. Lorsqu'il était sous-traitant de Seine Investissement,
Monsieur Thomas a utilisé sa position pour de la fausse facturation, du détournement de matériel, et a causé un préjudice de 300 000 euros. Le rapport d'audit et la preuve que l'argent a été viré sur le compte de sa maîtresse ont déjà été soumis à l'autorité de la concurrence et à la police. Cette dette de 300 000 euros est sa dette personnelle en raison de ses activités illégales. Madame Jasmine n'a aucune responsabilité. Le visage de Thomas s'est écrasé sur la table. Hélène, en arrière-plan, a crié et s'est évanouie. Les gardes ont dû l'évacuer sur une civière. 300 000 euros. Pour moi, c'était un petit projet. Mais pour un homme sans le sou, ayant perdu sa dignité, poursuivi par la mafia, c'était une condamnation à mort, des menottes qui l'enfermeraient pour toujours. En ce qui concerne la garde de l'enfant, je n'ai pas laissé Maître Dubois parler. Je me suis levée moi-même. Je tenais une clé USB contenant l'enregistrement de la vidéosurveillance le montrant, lui et Nicolette, nus, faisant l'amour dans notre lit. Exactement la nuit où j'étais au bloc opératoire. Passé la vidéo, les sons obscènes ont résonné dans le saint tribunal. Le regard du juge sur Thomas s'est rempli d'un profond dégoût. Monsieur le juge, un homme qui a utilisé l'argent de sa femme pour entretenir sa maîtresse, qui a abandonné sa femme qui luttait pour sa vie en salle d'accouchement, un homme qui mène une vie immorale et illégale, sans travail, avec une dette de 300 000 euros, en attente d'une peine de prison. J'aimerais demander sur quelle base morale et matérielle il demande la garde d'un nourrisson. Je demande au tribunal de le déchoir de ses droits paternels et de ne pas l'autoriser à rendre visite à mon enfant sans ma permission, afin de ne pas souiller son éducation. Chacun de mes mots était dur et froid. Il a coupé toute voie de fuite à Thomas. Il a enfoui son visage dans ses bras et ses épaules ont tremblé. Le cri du dernier remords et de la profonde honte a résonné. Mais le remords d'un démon ne vaut pas un centime. Le coup de marteau du juge. Le divorce a été prononcé, la demande de patrimoine du défendeur a été rejetée, et la garde exclusive de l'enfant a été accordée à la demanderesse, Jasmine. Le tribunal a ordonné le transfert de l'affaire de détournement de fonds à la police. L'affaire était close. Je suis sortie du tribunal la tête haute. Le ciel de Paris était d'une clarté éclatante. 2 policiers menottaient déjà Thomas pour l'enquête sur l'affaire de détournement de fonds et de fraude. En passant à côté de moi, il a levé ses yeux rouges et larmoyants. Je ne me suis pas arrêtée. Je n'ai pas scié. Je suis montée directement dans la Maybach qui m'attendait. Le passé sordide avait été nettoyé, et notre avenir, à partir de ce moment, ne pouvait être que brillant. 4 ans se sont écoulés depuis la clôture de l'affaire judiciaire. Les tempêtes, la haine et les longues nuits remplies de larmes semblaient s'être estompées avec le temps. Elles ne restaient plus que comme un vieux film. J'étais assise sur la pelouse verte d'une villa au bord de la Seine que j'avais achetée il y a 2 ans. Le vent frais de l'après-midi jouait dans mes cheveux, emportant avec lui le parfum des roses que j'avais plantées. À quelques pas, la petite Chloé, ce nourrisson autrefois méprisé par sa grand-mère, était maintenant une petite fille intelligente et magnifique de 4 ans. Elle portait une robe de princesse blanche et jouait joyeusement avec notre golden retriever. Le rire sonore et innocent de ma fille résonnait dans le jardin. Il remplissait mon cœur d'un bonheur simple mais extrêmement puissant. Ma vie est plus heureuse et plus complète que jamais. La Seine Investissement Holding, sous ma direction directe, a encore grandi et a maintenant des investissements internationaux. Mais ce dont je suis le plus fier, ce ne sont pas les bénéfices de plusieurs millions des rapports financiers, mais le fait que j'ai pu créer un paradis sûr pour ma fille. Je ne me suis pas remariée, non pas parce que j'ai peur des hommes, mais parce que j'ai réalisé que le bonheur d'une femme ne dépend pas d'une relation. Je suis moi-même la source de mon bonheur. Parfois, mes amis du monde des affaires me demandent si je sais quelque chose de Thomas. Je me contente de sourire et de siroter mon thé. Il y a des gens dont la punition ne se termine pas au tribunal, mais que la malédiction du karma suit. J'ai juste lu que Thomas avait été condamné à 8 à 10 ans de prison pour détournement de fonds et escroquerie en bande organisée. L'homme arrogant qui portait autrefois des costumes coûteux est maintenant en uniforme de prisonnier orange. Il compte les jours en prison, endurant le lent pourrissement de sa jeunesse. Quant à Hélène, lorsque son fils a été emprisonné, elle a perdu son soutien. La vieille maison de campagne a également été saisie par la banque pour la dette. La vieille femme cruelle qui se moquait autrefois de moi vit maintenant dans une petite cabane chez d'autres. Elle collecte des bouteilles et du papier journal pour avoir de quoi manger, traînant avec elle les maladies de la vieillesse, sans argent pour les médicaments. Et Nicolette, après avoir volé le dernier argent de Thomas, s'est mise avec un faux riche sugar daddy, mais la vraie femme les a surpris. Elle l'a battu et traîné dans la rue. Son visage a été blessé, et de honte, elle s'est réfugiée à la campagne.
Parfois, le karma est lent, c'est pourquoi les gens pensent qu'il n'existe pas. Mais quand l'heure des comptes arrive, ceux qui ont vécu dans la tromperie, la trahison et le mépris de la famille ne finiront jamais bien. En regardant le passé, d'une femme qui a reculé, caché son talent pour un faux mariage, jusqu'à cette nuit où je luttais pour ma vie sur la table d'opération, et enfin le retournement de situation cruelle. J'ai compris une vérité importante. Nous, les femmes, sommes nées avec un amour et une compréhension débordants. Nous sommes prêtes à faire un pas en arrière, à sacrifier notre jeunesse et notre carrière pour fonder une famille et soutenir l'homme que nous aimons. Mais ce sacrifice n'a de valeur que si nous le donnons à la bonne personne. Si vous le donnez à une personne ingrate, vous ne serez que piétiné. Ne croyez pas à cette phrase. Reste à la maison, je m'occuperai de tout. Le monde d'un homme peut changer en une nuit. Et quand la tempête arrive, si vous n'avez pas la capacité de diriger votre propre navire, vous sombrerez au fond de la mer. La leçon la plus importante que j'ai apprise de mon propre sang et de mes larmes est l'indépendance. Indépendance financière, intellectuelle et émotionnelle. L'argent n'est pas tout, il ne peut pas acheter le véritable amour. Mais c'est votre bouclier le plus puissant. Si vous avez de l'argent et du courage, si quelqu'un vous poignarde dans le dos, vous pouvez payer l'hôpital le plus cher pour guérir, puis appeler un bon avocat pour faire mettre votre agresseur en prison. Mais si vous n'avez pas d'argent, vous ne ferez que pleurer dans un coin et mendier de la pitié. La meilleure vengeance n'est pas le scandale, le crépage de chignons dans la rue ou les injures. La meilleure vengeance est de montrer aux traîtres que sans eux, votre vie est bien plus brillante, plus réussie et plus heureuse, et qu'ils n'ont plus le droit d'atteindre votre niveau. Laissez le passé derrière soi. Ce n'est pas parce que nous leur avons pardonné. C'est pour nous libérer. Pour nettoyer les ordures d'hier afin de faire de la place à la lumière de demain. Chloé, ma chérie, viens voir maman. Bois un peu de jus de fruits, puis on ira se promener. En entendant ma voix, Chloé a lâché le ballon et a couru vers moi. Elle a passé ses céréales autour de mon cou, pressant ses cheveux qui sentaient le soleil contre ma poitrine. Maman Jasmine, c'est toi que j'aime le plus au monde. Je l'ai embrassée sur le front, j'ai pris une profonde inspiration. La tempête peut venir à tout moment, le cœur des gens peut changer en un instant. Mais tant que je pourrai gagner de l'argent avec ces deux mains, tant que ce cerveau sera froid et intelligent, et tant que j'aurai de l'amour pour ma fille, plus personne ne pourra jamais nous faire de mal. La transformation d'une épouse qui s'est enfuie le cœur brisé avec une valise en une présidente froide qui a mis fin à la vie des traîtres d'une seule signature n'était pas un miracle. C'était la preuve d'une vérité cruelle que je voudrais transmettre à tous ceux qui écoutent cette histoire. Peut être que maintenant, derrière votre écran, une femme pleure dans le noir parce qu'elle vient d'être trompée. Peut être que quelqu'un se débat dans les affres d'un mariage froid, est abusé émotionnellement, humilié, parce qu'il n'a pas son propre argent, ou qu'il est seul dans la rue avec son enfant et ne sait pas où aller demain. Si vous êtes au plus profond du désespoir, je vous en supplie, n'abandonnez pas. Écoutez les battements de votre cœur, ils battent encore. Cela signifie que vous avez encore une chance de vous relever. Permettez-vous de pleurer ce soir. Laissez les larmes laver toute la douleur. Mais demain, en vous réveillant, allez dans la salle de bain, lavez-vous le visage. Mettez votre rouge à lèvres le plus rouge, regardez-vous dans le miroir et dites-vous « Je mérite d'être heureuse ». Prenez votre sac, sortez, travaillez, étudiez, recommencez par le plus petit pas. Même si le ciel s'effondre aujourd'hui, demain, votre soleil se lèvera là où vous êtes, tant que vous ne vous laisserez pas tomber. Chers lecteurs, la vie est pleine de surprises. Nous ne pouvons pas choisir qui nous blesse, mais nous avons entre nos mains la façon dont nous nous relevons. Si vous avez ressenti quelque chose dans notre histoire, si elle vous a donné du courage, laissez un commentaire. Racontez-nous vos expériences, ou juste un simple message de soutien. Qui sait peut être que votre petit commentaire sauvera une femme qui est en train de se noyer. Relevez-vous, battez-vous et vivez avec dignité.